Donc on passe aux interventions. Monsieur Rabhi Boussif. Rabhi Boussif. D'accord. D'accord, vas-y. Allez. L'essentiel, on comprend. Alors, السياسة بلدنا اللي كان تبدل تروح الانتقالية ما نقعدوا كيما رانا نروح أنا يولي واحد سياسي مو بوليتيك بيسكو يقدر يدير سياسة في بلاد جعلها شاوية دار سياسة في بلاد شاوية بلا ما يعرف يتكلم شاوية ولا يدير سياسة في بلاد المزار بلا ما يعرف يتكلم مزابية ولا في بلاد توارق ولا في بلاد الشلحية ولا في بلاد القبايل كيف كيما واحد قبايلي إذا ما يعرفش يدير سياسة في بلاصة واحدة أخرى من البلايص هادو دونك ما نقدروش نروحو للسياسة وباش نهضرو مع جيراننا تاع المزارع الجيران كيما تونس ولا المغرب ولا لازم هاني واحد يعرف كاع المزارع صاحب المال. Merci. On prend un lot de 3 questions si vous voulez. Donc on prend 3 questions. Donc deuxième intervenant c'est Aïdoun Takfarinas. Donc sa question c'est à propos des droits de l'homme. Il dit aujourd'hui les droits fondamentaux des Algériens ne sont pas respectés. Quel est votre point de vue? Sa question. Merci. Un troisième. Donc, M. Abdeli. Bonsoir, maître. Bonsoir. Je voudrais vous poser une question. Actuellement, le système algérien est un système d'appareil. C'est un système d'appareil. Oui. Nous avons l'appareil militaire, l'appareil judiciaire et l'appareil politique. Donc tout ça, ne pensez-vous pas que les gens actuellement, et ça, n'essaient pas de redonner des gens pour redonner une deuxième dynamique pour la continuation ou l'extension de ce système? Vous m'avez compris? Oui, oui. Merci. Je vous en prie. Bon. Oui, 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 oui. Alors, pour monsieur Rabhi, pardon. Pour monsieur Rabhi, pour faire de la politique, il faut communiquer. Pour communiquer, il faut qu'on se comprenne. Comment des gens qui ne savent pas parler la langue d'une région peuvent-ils gouverner? Effectivement. Mais dans des situations comme ça, il y a quand même des situations comiques. J'ai lu dans un petit livre de, je crois, un ex-général, c'est moi, Al-Hal, un livre qu'il a. Oui, un livre intitulé Histoire de pouvoir. Dans ce livre, il écrit: je ne comprends pas pourquoi un Wali kabyle qui est installé en Kabylie parle aux citoyens kabyles en arabe et il attend d'eux qu'ils lui répondent en arabe. Ça, c'est l'aberration. Le pire dans des histoires comme ça, c'est que vous pondez un système que vous voulez l'imposer, vous voulez créer une société, vous voulez effacer une société et créer une autre société. Ça ne peut pas se faire. Et tout ce qui ne va pas dans cette façon de voir les choses fait des dégâts. Vous ramenez des gens qui ne comprennent pas seulement la langue, Omza par exemple. C'est une région que je connais bien parce que mes origines sont du Mzab et j'ai travaillé beaucoup de dossiers là-bas.
vous avez des wali, vous avez des responsables politiques, même s'ils sont dans le domaine de la justice, ça reste des responsables politiques. Il n'y a qu'à lire le communiqué du procureur général à l'occasion de mon arrestation pour comprendre que le monsieur fait beaucoup plus de politique et pas du tout de judiciaire. Ce sont des gens qui ils peuvent parce que les Moussabites maîtrisent un peu l'arabe par le fait qu'ils côtoient des Arabes et qu'ils ont des écoles privées, ils apprennent l'arabe classique, etc. Ils peuvent échanger. Mais quand vous ramenez des gens, je ne sais pas, de Skikda ou la Doran ou de Tamarrast ou je ne sais pas, même de Kabylie, et vous ramenez dans une situation, dans des régions comme le Lemzab, avec toutes les spécificités qu'a cette région. Et vous leur donnez un plan d'action d'urbanisation, c'est tout. Il faut construire, il faut construire, il faut construire. Ils sont fous de vos coutumes, de vos traditions. Parfois, ils prennent même ça pour des faiblesses ou pour des choses qu'il faut éradiquer. À la limite, il y a des gens qui ne font rien, mais il y a d'autres qui mènent un combat pour détruire des spécificités comme ça en les considérant étranges à la société, alors qu'elles existent avant que même l'Algérie n'existe. Donc, il y a un problème de fond. Il faut que les populations choisissent leurs dirigeants. Il faut qu'ils les choisissent. On s'en fout qu'ils les choisissent localement ou qu'ils les importent d'une autre région. Il faut qu'on ait le droit de choisir l'autre. Je ne vais pas appeler notre wali. Il faut qu'on choisisse la personne qui va représenter l'État localement. Celui qui va gouverner localement. Il faut qu'il soit choisi. Celui qui va assurer, qui va s'attacher qui va s'occuper de la sécurité. Il faut qu'on le choisisse. Celui qui va s'occuper de la justice, il faut qu'on le choisisse. Et il faut qu'on trouve les moyens d'installer un système politique qui nous permet de faire ça. Il y en a marre de subir. Est-ce que vous savez que depuis 62, tous les responsables mutés au sud, ils le sont par mesure disciplinaire. C'est le plus mauvais. Pour les sanctionner, selon la faute. Si c'est une grande faute, ça peut être Djilfa. Si une faute un peu plus grave, la droite. Sinon, Rardaya, alors il a vraiment le Tamarrast ou le Janet. D'ailleurs, ils le disent, les responsables. On a une bête qui place ça, tu vas pourrir. Ils le disent comme ça. Que ce soit les juges, les policiers. Et au fait, on ne sanctionne pas les responsables, on sanctionne le peuple. Et puis, ils ramassent les meilleurs de ces sociétés, de ces cadres, ils les ramassent, ils les mettent dans des endroits... Bon, on ne va pas dire mais c'est comme ça qu'on a détruit le pays. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui font du gaz de schiste et qui font des désastres. Allez-y, moi j'ai une fois j'allais plaider à Tamarrast, c'est le désastre. J'ai vu un responsable, je le dis, un responsable dans le palais de justice, je ne vais pas dire son grade c'était quoi, il nous a demandé pour prendre un café. En prenant un café, il a traité la population de Tamarrast d'animaux. J'étais révolté, moi. Comment tu viens d'Alger, tu viens ici, et parce que ce sont des gens qui sont différents de toi, que tu classes en animaux. Et toi, tu as ta villa, et tu es logé, nourri, et les autres, ils n'ont même pas d'économie, ils vivent par le trabendo parce qu'ils n'ont aucune source qui peut leur permettre de travailler.
Il y a le pétrole qui se vend moins cher en Algérie, ça leur permet de faire un peu d'argent, c'est des commerçants, ils trouvent ça normal, et moi-même je trouve ça normal. Laisse-moi faire ériger une économie, je travaille. Tout est interdit, après tu leur dis donc, tant que le peuple n'a pas le droit de choisir ses représentants, et dans tous les domaines, on ne peut pas s'en sortir. Ce n'est pas seulement une question, c'est vrai que c'est une question de communication. On ne communique, même si on peut comprendre la langue, on ne sait pas communiquer. On communique très mal. Et à partir du moment qu'on ne communique pas, ceux qui ont une autorité, on abuse pour faire des désastres. Après, l'immunité, il est parti, on le retrouve à Paris, avec un appartement, une retraite de luxe, où le désastre... La deuxième, les droits non respectés, bien sûr. Mais si les droits étaient respectés, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Vous avez... Je vous donne un petit exemple. Il y a des textes qui sont interprétés contrairement, vraiment, dans le sens inverse de ce qu'ils veulent dire. Et ça devient une règle générale. Je prends l'exemple des Ahmadis, par exemple. Pardon. Les Ahmadis, ce sont des gens qui ont une croyance qui est différente de la croyance du ministre. Moi, j'ai toujours dit le ministre du rite malikite. Parce qu'il s'agit d'un ministre d'un rite. C'est pas le ministre des Affaires religieuses. Un ministre des Affaires religieuses, il s'occupe des logistiques de tout Algérien qui a une religion. Si je suis bouddhi, je lui dis, monsieur le ministre, je suis bouddhi, il me dit, oui, l'État va vous aider pour que vous puissiez pratiquer votre religion correctement. Un ministre des Affaires religieuses, c'est comme ça, c'est ça. Ce n'est pas un ministre qui organise des séminaires pour un rite et qui fait la promotion de ce rite. Ça, c'est le rôle des adeptes de ce rite. Ils le font à leur compte, ce n'est pas aux frais de l'État. Bref, ils les poursuivent devant les juges. Parmi les charges, Isa et le Nabi. Pourquoi? Parce qu'eux, ils pensent qu'il y a un deuxième prophète qui est arrivé après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer Mohammed. Ben, Jabsh, il n'a pas ramené un nouveau Coran, mais il a dit que moi, je reçois la révélation pour vous dire que vous avez très mal interprété le Coran, qu'il doit être interprété autrement. Il y a des gens qui ont cru à il s'appelle Mirza, oui, ça les regarde. Tu ne peux pas le sanctionner pour ça. Pour les défendre, on leur sort l'article 42 de la Constitution, même pas en arabe. Parce qu'en français, en arabe, c'est pas la même chose. En arabe, c'est plus pointu. لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي. C'est-à-dire ce n'est même pas لا مساس بحرية الرأي. حرمة حرية الرأي وحرمة حرية المعتقد. Puis ils ajoutent un autre paragraphe تمارس شعائر الدينية في ظل احترام القانون. Quand on leur sort l'article 42, ils nous disent, il y a le deuxième paragraphe qui dit تمارس شعائر الدينية في ظل احترام القانون. Comment ils expliquent ça? Il faut une loi pour que tu puisses faire la prière comme tu le veux. Or, le fond de ce dispositif, c'est quoi? C'est qu'il intéresse que si tu travailles dans l'administration, tu ne dois pas aller faire la prière et laisser le guichet vide. Tu ne peux pas pratiquer le din en gênant les autres.
tu dois trouver une solution pour ça. Il faut trouver quelqu'un qui te remplace. Quand Salat al-Jumu'ah, par exemple, vous le voyez tous, si vous êtes à Waqt Salat, vous voulez manger, s'il y a un restaurant ouvert et que le restaurateur est là, vous vous mettez à table, il vous dit non, je ne vous sers pas Waqt Salat. Mais alors pourquoi tu ne me sers pas? C'est débile, je trouve ça débile. Ou la forme, la pire des formes, c'est quand les gens sortent faire la prière en fermant la rue. C'est une violation à la loi. Ou là, il fait son dars, le haut-parleur barra. Il me gêne. Est-ce que moi, si je veux faire la fête, la musique, je mets le haut-parleur barra? Non. Je fais dans une salle. Toi, tu vas faire ça dans une salle. Ceux qui sont intéressés par le disque, moi, ça m'arrive d'être intéressé par un shir, et j'écoute et je ne veux pas que les gens me dérangent quand j'écoute. Mais il n'est pas question que tu m'imposes ça, le haut-parleur, c'est ça. Tu pratiques la religion tag, mais tu respectes la loi. Tu ne dois pas gêner les autres. Il est interprété. Il y a beaucoup de textes comme ça. Ils sont interprétés à l'inverse. Il dit que tu n'as pas le droit d'être ahmadi avant que je te l'autorise. Il te faut une loi pour faire ça. C'est faux, c'est complètement faux. Donc, la question des droits et libertés, on est très, 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 très loin. Pourquoi je vous dis ça? À partir du moment que les hommes de loi, eux-mêmes, souffrent de restrictions. Alors, le reste. Les syndicalistes, quand ils veulent faire une grève, c'est le tribunal administratif qui leur dit que cette grève est interdite, alors que la Constitution dit que le droit de la grève est garanti par la Constitution. Pourquoi un tribunal interdirait, en violation de la loi, un droit légal? Il n'y a pas une seule grève qui a été qui n'a pas été autorisée par la justice. Ça, c'est un autre volet très... Troisième question de M. Abdelli. Le système veut... Bien sûr, le système, il faut qu'on comprenne une chose. Un système qui génère des avantages énormes. Le système algérien, les avantages générés par le système politique algérien aux individus qui arrivent à avoir une place dans ce système. Bien sûr, en contrepartie d'abandonner leur dignité, mais ils ont des avantages politiques et matériels énormes. C'est des avantages que vous ne retrouvez nulle part ailleurs. Une autorité presque absolue vers le bas. C'est-à-dire, puis vous montez, vous pouvez décider pour ceux qui sont tête sans rendre compte, mais vous pouvez subir ceux qui sont plus hauts que vous. De la même manière. Vous subissez l'arbitraire et vous le reproduisez vers le bas. Donc ça reste un avantage quand même, parce que bon, c'est pour ça que je vous dis, vous perdez votre dignité, vous pouvez. Il y a beaucoup de gens qui ont démissionné ou là qui ont... Vous pouvez perdre votre dignité pour pouvoir pratiquer cet abus d'autorité et tous les avantages matériels que vous pouvez gagner. Un système comme ça, n'imaginez pas que quand on sort 5 ou 6 ou 10 ou 11 ou 20 vendredis, il vous dit ah oui bon, vous n'êtes pas d'accord, allez au revoir. C'est tout à fait normal qu'il va résister. Il va nous montrer des formes de résistance terribles. Et c'est pour ça que j'ai dit au début, c'est une dynamique et j'espère qu'on arrivera à la révolution. Parce qu'en fait, la révolution, c'est quoi? La révolution, selon certains amis de l'ex-Pax avec qui j'ai la chance de discuter souvent, eux, ils ont
ils ont beaucoup de notions comme ça intéressantes. La révolution, en fait, c'est un stade de rupture. Et bien, rupture totale. Il n'y a pas de négociation dans un système révolutionnaire. On ne négocie rien quand on est en révolution. On rejette tout. Or, maintenant, la rue, c'est la rue qui demande le pouvoir de négocier. Et aux révolutions, c'est une rupture totale. Parce qu'on arrive au stade de révolution quand il n'y a plus de confiance. Et dans une révolution, il y a la résistance à la révolution, ce qu'on appelle après la contre-révolution. Et moi, j'ai dit, le deuxième ou la troisième vendredi, j'ai dit, on va peut-être voir en Algérie une révolution et une contre-révolution se tenir la main et marcher ensemble. Parce que d'habitude, la contre-révolution arrive après. Quand on achève ce qu'on a à faire, la contre-révolution essaie de récupérer. Mais nous, on est en train de voir, on n'est même pas encore dans la révolution. Que la résistance du pouvoir, c'est tout à fait normal. Je vous ai dit, les avantages sont énormes. Et c'est tout à fait normal que le pouvoir résiste. L'article 102, vous pensez que quand le Gaïd a dit l'article 102, c'est parce qu'il risquait de tomber 20 jours avant la démission de Bouteflika, puisqu'il n'y avait pas, c'était le piège, Bouteflika avait annulé les élections. Donc c'était imprévu par la Constitution qu'un mandat présidentiel prenne fin sans qu'il y ait d'élection. C'est le vide. Et c'est l'effondrement du système, de tout le dispositif constitutionnel. C'est-à-dire là, on aurait eu la chance de dire il n'y a plus de république, maintenant on va s'organiser et on est tous au même pied d'égalité. C'est-à-dire il n'y a plus d'élection, aucun pouvoir n'est justifié. Et la ruse, c'était, bon, ils ont donné ces 90 jours plus 45 jours en relation avec l'article 102 pour essayer de trouver, ça rentre dans le cadre de la résistance. Et vous avez raison, le système est en train d'essayer de changer sa peau et de faire un lifting nouveau, et c'est beaucoup plus dangereux que le système lui-même, le système tel qu'on le connaît. Parce qu'ils vont nous héberner au moins pour une décennie, au moins. Donc, tout à fait, il est question, je pense que la rue prenne en charge cette dynamique d'une façon sérieuse et entame la véritable révolution pour poser le vrai problème de fond, qui est le problème d'une gestion de la société d'une façon authentique et avec les instruments les plus modernes possibles. Si vous avez d'autres... Voilà, on prend trois autres questions. Merci, M. Maître Bouche. Donc, on passe au deuxième projet de question. Donc, c'est M. Bouzidi Ferras. Sa question est la suivante. Comment peut-on récupérer l'argent dans des banques étrangères une fois nos ex-dirigeants sont condamnés? Quelles sont les modalités à suivre pour récupérer les biens de l'État qui sont à l'étranger? L'autre question, c'est pourquoi les conférences sont interdites en dehors de la Kabylie? Par exemple, là, l'image de M. Bouchachi à Hollande, sont interdites à Blida aussi. Pourquoi? Merci. Deuxième intervenant. C'est bon? Je réponds. Bonsoir, c'est M. Bousla. Donc j'ai deux questions. J'ai deux notions que je n'ai pas encore compris à travers les interventions des uns et des autres à la télé et dans les journaux. C'est la Nouvelle République et la Deuxième République. Oui, la deuxième question, à travers votre exposé, je crois avoir compris que vous êtes pour le fédéralisme. Donc si vous êtes pour, dites-nous comment. Est-ce que vous, je crois avoir compris ça. Si vous êtes pour, dites-nous comment.
Bon, pour l'argent, comment on peut récupérer l'argent? C'est simple, il faut une volonté politique. Aujourd'hui, il y a presque, au niveau mondial, il y a presque un consensus sur cette question de rendre l'argent mal acquis à ses propriétaires d'une manière ou d'une autre. Il y a même, j'ai lu ça hier, des banques suisses, c'est là où les gens mettent le plus gros de leur pognon, ont fait une loi qui dit que si un peuple demande la restitution de l'argent de ses dirigeants, les Suisses doivent répondre, parce qu'au début c'était le secret bancaire qui gênait beaucoup, et les Suisses, ils ont décidé, il y a une loi qui permet. Bon, bien sûr il y a des mécanismes, il y a tout ça, mais bon, vous savez, pardon, quand vous perdez quelque chose comme 1000 milliards de dollars, c'est énorme. On m'a dit que la Chine a conquis l'Afrique entière avec 250 milliards de dollars. Et on m'a dit que l'Europe a été reconstruite après la Deuxième Guerre mondiale avec l'équivalent de 360 milliards de dollars. Actuelle, valeur actuelle, calculée à la valeur actuelle. Alors vous voyez, reconstruire l'Europe et conquérir l'Afrique, où ils y prennent la salle. Je crois que des sommes comme ça, si on ne peut pas les récupérer entières, on peut récupérer une bonne partie. Une bonne partie. Bon, c'est une question technique, il y a des spécialistes dans ce domaine. Moi, je sais que sur le plan légal, il y a possibilité. Nous avons vu beaucoup de dirigeants qui ont vu leurs biens restitués, au moins une partie. Et je pense qu'avec les nouvelles technologies, la traçabilité est facile. Et la question c'était posé à l'époque de Boumediene, à l'époque, Min ayna laka hada, c'est très facile à dire. Vous prenez n'importe quel responsable, la fortune qu'il a, le salaire qu'il avait, et vous faites le calcul, la différence, c'est du vol. C'est tout. Pourquoi les conférences sont interdites? On est toujours sur le même système. À mon avis, je crois que tout est encore interdit. Pas seulement les conférences. C'est vrai que la Kabylie a une avance parce que, et je souhaiterais vraiment que la Kabylie garde, parce que moi je pense que, j'espère que je me trompe, je pense que l'élan de liberté qui a soufflé sur la Kabylie pendant les années 90 commence un peu à s'essouffler. Et j'aimerais que je souhaiterais que je me sois trompé sur ça. Mais j'aimerais, pourquoi? Parce que la Kabylie, c'est une région, traditionnellement, depuis la période coloniale, c'est une région où c'est une région d'avant-garde de toutes les dynamiques de révolte et de lutte pour les libertés et les droits, etc. Le syndicalisme est parti à partir de la Kabylie. Les partis politiques, les seuls partis politiques qui ont dit non au pouvoir, c'est des partis qui l'ont dit en Kabylie, et c'est des partis issus de la Kabylie. Donc, je souhaiterais que ça continue et que ça prenne d'autres formes et que ça devienne contagieux pour les autres régions. Les autres régions, bien sûr, pour des raisons historiques, ça reste des régions où il n'y a pas encore l'éveil que connaît la Kabylie. C'est pour ça que rien ne bouge encore, à part les vendredis. Au lieu de faire la prière de vendredi, on fait des marches. C'est quand même un peu mieux que d'aller dormir dans une... Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour la prière à la Qur'an, je n'ai rien contre la religion, mais je trouve aberrant d'aller écouter un discours qui peut dater de plusieurs siècles et de ne pas aller sur le trottoir parler de choses contemporaines. C'est déjà quelque chose de bien. Mais à part ça, je pense que
le jeune qui a dit il a dit pion, pion. Donc avant de dire c'est ce qui est en train de se passer. Même s'ils mettent Toufiq en prison et je ne sais pas qui et d'autres, Saïd, ça peut être un événement, oui. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'il y a un système dans un régime politique. Il y a tout un régime, et nous savons depuis 1962, une équipe qui vient et qui chasse l'autre, qui met des têtes en prison et qui prend sa place, mais c'est le même régime qui continue. Donc c'est des clans, c'est un système à l'intérieur d'un régime. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut remettre en cause la forme d'organisation, etc. Vous dites le fédéralisme. Je l'ai dit, j'ai dit que l'organisation de l'État sous forme jacobin ne convient pas aux Algériens. Avant d'aller dans les terminologies, parce que bon, maintenant, si on va dire fédéralisme, il y a d'autres qui vont vous dire non, régionalisme élargi, d'autres qui vont vous dire d'autres choses. Ben, je m'en fous. Moi, il faut que le peuple ait le droit de choisir ses représentants. On doit trouver la forme qui convient. À l'époque de la Révolution, le découpage qui avait été fait, c'est un découpage qui convient aux Algériens. 6 wilayas, je crois, ou 6 régions, je ne sais pas comment ils ont appelé ça. Et il y avait une autonomie totale de chaque wilaya, ou la région, la Bétchara. Ils étaient totalement autonomes. Il y avait juste un conseil de coordination. C'est pour ça que ça a marché. Pourquoi on ne fait pas la même chose ou quelque chose qui ressemble beaucoup à ça? Ça, c'était pour gérer la guerre. Bon, ils ont trouvé les mécanismes pour gérer une guerre. Mais pour gérer la chose de tous les jours, c'est encore plus compliqué, mais le principe de base, c'est de faire participer la population. C'est pas de faire participer, encore quand on dit faire participer, c'est-à-dire on détient quelque chose et on fait participer, non. Il faudrait que ça soit issu de la population, il faudrait que ça soit la population qui décide. C'est pour ça qu'il faut ouvrir des débats. Si c'est le système fédéral qui convient, pourquoi pas? Et si, mieux que ça, si le système fédéral ne doit pas se limiter aux limites de l'Algérie actuelle, pourquoi ne pas aller vers un ensemble régional tel que l'Afrique du Nord? Parce que, attention, le Maghreb c'est né après, hein, parce qu'à l'époque du colonialisme, on parlait de l'Afrique du Nord. L'étoile nord-africaine, c'est pendant les années 60 que l'idée du Maghreb. C'est pas par rejet de quoi que ce soit, parce que notre seule appartenance authentique sur le plan géographique, c'est l'Afrique. C'est rien d'autre que l'Afrique. Et je pense qu'on a tourné le dos à l'Afrique. Soit on se tourne vers l'Europe, soit on se tourne vers l'Orient. Et on oublie qu'on est africain. D'ailleurs, quand on voit les migrants qui viennent des pays du Sahel, on dit les Africains. Ou des Américains. On est avant tout africain. On est africain. Et le mot Afrique, c'est justement est parti de l'Afrique du Nord. C'est l'Afrique du Nord qui a donné, je crois que c'était la Tunisie qui était connue pour, à l'époque, on appelait l'Afrique, et puis de là, c'est toute l'Afrique qui a pris. Donc on est avant tout africain. Et on ne doit être rien d'autre qu'africain. Puis ce qu'on est à l'intérieur de chacune de nos. Je pense qu'il est temps de penser profondément à une nouvelle organisation, effectivement, qui convient, comme je l'ai dit,
aux Algériens, aux gens de l'Afrique du Nord de façon générale. Pourquoi ne pas créer un sous-ensemble intéressant qui regrouperait tous les gens? Je pense moi qu'on a beaucoup de points communs, même avec les Égyptiens. De l'Égypte jusqu'au Maroc, et on descend même jusqu'au nord des pays des Sahel. On a beaucoup de choses communes qu'on peut partager. On a des différences, mais on a beaucoup de choses communes qu'on peut partager pour construire un ensemble intéressant que ce qu'on peut avoir avec les pays du Moyen-Orient ou de l'Arabie. C'est une autre forme de pensée, c'est une autre forme. On les respecte et ils doivent nous respecter aussi, mais on n'a pas beaucoup de choses en commun. Pourquoi à l'école, quand je vais à l'école, on m'apprend l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire de l'islam, l'histoire de la guerre d'Algérie ou de la Révolution? Pourquoi j'apprends rien sur ma région? Je ne connais rien de ma région. On ne m'a rien appris à l'école de ma région. Je connais le monde entier, mais je ne connais pas ma région. C'est pas normal, ça. Une organisation d'État qui ne m'apprend pas mes origines, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Il faudrait qu'elle trouve autre chose. Voilà. Je pense avoir répondu. Si vous avez d'autres questions. Il y a d'autres intervenants. Kamel. Oui. Il y a un autre intervenant. Voilà. Peut-être que ça sera le temps. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, la Deuxième République. Oui. Pardon, je réponds à cette question de la Deuxième République. Écoutez, je pense déjà, pour parler d'une nouvelle ou d'une deuxième, il faut avoir une république. On est très loin d'avoir une république. On a n'importe quoi sauf une république. Alors, intéressons-nous à trouver la république ou n'importe quelle autre forme d'État. Même si ce n'est pas une république. Moi, ça sera mon point de vue personnel. Il ne faut pas nous complexer avec les terminologies. Trouvez-nous une forme d'État démocratique. C'est ce qui est intéressant. Qui garantit toutes les libertés. Donnez-lui l'appellation que vous voulez. Mais qui nous garantisse la démocratie et les libertés. Le reste, appelez-le comme vous voulez. Merci, Maître Bous. Le prochain intervenant, c'est Malik Ekli. Oui. Malik Ekli. Bon, je veux parler sur. On reproche à ceux qui mènent le combat actuellement, la population, on leur reproche de ne pas être en mesure de désigner des représentants. Est-ce que c'est leur faute ou la faute de ces prétendants aux représentants? Le problème, c'est que les intellectuels ou bien les meneurs qui se caractérisent par, on leur appelait l'opposition, que j'appelle moi la pseudo-opposition. Ils n'ont jamais pris d'initiative. Ils n'ont jamais pris d'initiative depuis 1999 à ce jour. Des initiatives pour mener cette population en activité. Ils étaient en connivence avec le système. Ils profitaient des largesses abondantes qu'il offrait, qu'il servait. Alors le peuple maintenant s'est élevé. Et ce que j'ai constaté, les conférenciers ou bien les intellectuels ne se projettent jamais dans le futur. Ils ne font que l'historique. Par exemple, je donne l'exemple, vous dites, j'espère qu'on va aller de la révolte à la révolution. Mais c'est quoi cette révolution? Pourquoi vous ne dites pas c'est quoi cette révolution sur le plan pratique? Pourquoi vous ne vous jetez pas dans le futur pour éclairer la population, pour au moins donner une esquisse, bon, suggérer, parce que je suis sûr qu'ils disent que on ne peut pas chapeauter, parce que la population ne veut pas. Au moins, vous pouvez suggérer des propositions.
vous dites, on rentre dans la révolution, mais comment, c'est quoi la révolution? Qu'est-ce que vous entendez par là? Voilà. Merci. Pardon. Bon, il y a d'autres questions? Vous répondez. D'accord. Oui. Maître, je voudrais vous poser une autre question. J'ai vu hier, à Port-Baladie, quelque chose qui m'a pas trop, qui a attiré mon attention. Vous avez vu le fameux portrait de Tad Ibrahimi. Oui. Tad Ibrahimi, vous le savez bien, il représente les ulama, les ulémas. Hein? Oui. Alors, moi, les ulémas, que Ben Badis, les machins, ça va vers où? Nous ramener vers où? La culture arabo-islamique. C'est des gens qui véhiculent la culture arabo-islamique. Nous allons re-rentrer dans le même giron que vous critiquez, la nation arabe. C'est-à-dire retomber dans le badisme. Bon, il n'existe plus, c'est des trucs qui ont fait faillite. Ils ont fait faillite politiquement. Mais ils sont là d'une manière, comme on vous dit, d'une manière religieuse. Politiquement, cette entité arabo-islamique a fait faillite quelque part. La pensée de Jamal Abdullah, de Michel Afla et tout ça, a fait faillite. Est-ce qu'ils ne veulent pas encore nous ramener là-dedans? Parce que ça m'a intrigué. Je ne sais pas si vous avez vu le truc. Oui. Ils ont choisi quand même la ville où il y a beaucoup de mobilisation. Il est du lac là aussi. Je réponds, il y a d'autres questions? Vous répondez après. Je crois que c'est le dernier. Parce que alors, s'il y a des intervenants, puisque ça sera le dernier nombre de questions, pour qu'on se libère, on libère l'invité. Donc, mais il y a des intervenants qui posent des questions de la Chou et de continuer. Ok. Bon. Monsieur Malek. Bon, vous posez deux questions, les représentants de cette révolte, ou de ce que vous voulez, comme vous voulez l'appeler, et puis vous dites c'est quoi la révolte qui se transforme en révolution et comment, sur le plan pratique, ce qu'il faut faire, etc. Moi, ce que j'ai dit que il est possible que cette dynamique soit provoquée de quelque part. Il y a des gens qui disent ça. Et moi, je dis que c'est possible. Et que moi, je m'en fous que ça soit provoqué. On va essayer de profiter de cette dynamique pour la transformer en révolution. Je n'ai pas dit une révolte qui se transforme en révolution. J'ai dit une dynamique. Il y a une dynamique, c'est certain. Et j'ai dit que si la population pouvait transformer cette dynamique en révolution. Et c'est quoi la révolution? La révolution, ce n'est pas le Tawrat al-Zér. La révolution, l'esprit révolutionnaire, des gens le définissent comme ça. C'est l'esprit qui marque une rupture totale avec le système qui gouverne. Ils le rejettent. On n'en est pas encore là. Du moment que les gens cherchent qui va représenter Hadou, représenter pourquoi? Pour aller négocier. Négocier avec un pouvoir qu'on rejette. Le pouvoir, il veut nous créer un complexe. Il nous dit, quand vous dites Tirohoga, c'est pas possible. Pourquoi ça serait pas possible, Tirohoga? Il faut Tirohoga. Ben justement, c'est ça la révolution. Et gars, c'est quoi, gars? C'est les symboles c'est les symboles d'une autorité. Le gouvernement,
les chefs de corps de sécurité, les représentants de l'État au niveau local, c'est-à-dire les wali, les chefs de daïra, ils ne sont pas élus. Les présidents de cour, les procureurs généraux, les présidents de tribunaux, les procureurs de la République, sur la symbolique, si ces gens-là qui représentent l'autorité quittaient leur poste, ça nous mettra dans une atmosphère de révolution, c'est-à-dire qu'on va vers un changement. Maintenant, quand vous changez cette équipe dirigeante qui symbolise l'autorité par une autre équipe qui peut être leur adjoint, mais bon, pour le gouvernement, il faut trouver un gouvernement qui n'est pas issu du régime. Il peut même être un petit gouvernement pour juste trouver la façon de reconstruire et de lancer la réflexion, etc. Le reste, ils vont occuper des postes pour les affaires courantes. Après, il faut qu'il y ait cette justice de transition pour ouvrir tous les dossiers actuels, etc. Celui qui, par exemple, moi j'ai un problème avec le procureur général de Gherdaya, je ramène mon dossier, voilà ce qu'il a fait. Il y a des faits, il faut que j'ai des garanties que si le bonhomme a abusé de son autorité et s'il est corrompu, il faut qu'il soit sanctionné. C'est tout. Qu'il soit ministre, wali, ramenez-moi des faits. C'est ça la première phase pour rétablir la confiance. Ça, c'est la phase la plus urgente. Et c'est ça la rupture, c'est-à-dire le peuple. Quand il dit, ça s'est passé en Tunisie, ça s'est passé dans plusieurs pays. Bon, je ne parle pas de là où c'était l'Égypte et, je crois, l'Égypte et la Libye, c'était dopé. C'est les pays du Golfe qui ont dopé. Ça n'a pas marché. La Syrie, etc. Ça n'a pas marché parce qu'il y avait beaucoup de dopage. Manipulation de l'extérieur, du régime et des opposants, etc. Et ça s'est mal terminé. Mais en Tunisie, il y avait moins de dopage. Il y avait des tentatives, mais il y avait moins de dopage. Mais ce qui est intéressant, moi j'ai beaucoup voyagé en Tunisie pendant de 2012 à aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de déplacements en Tunisie, je me suis intéressé à cette expérience. Il y a cette révolte, cette révolution, c'est-à-dire il y a eu la rupture, malgré que maintenant ils ont subi la contre-révolution, les islamistes qui essaient de se penser, etc. Mais quelque chose s'est passé d'intéressant en Tunisie. J'ai lu la nouvelle constitution tunisienne. Elle consacre la séparation des pouvoirs. C'est une séparation totale des pouvoirs. Sur le plan de disposition légale, c'est quelque chose de très intéressant. Même comment la Constitution a été votée en Tunisie, c'est quelque chose de très intéressant. Elle a été votée article par article. Ne me donne pas une constitution en bloc et tu me dis tu la votes comme elle est. Non. Discuter article par article, amender article par article, adopter article par article. Maintenant, il est tout à fait normal, c'est comme si vous déplaciez un arbre de son endroit vers un autre endroit. Les premiers moments, avant de bien prendre. C'est tout à fait normal qu'il y ait en Tunisie des tentatives de contre-révolution, de récupération, etc. Mais moi je pense que le dispositif légal que les Tunisiens ont réussi à mettre en place peut être un moyen important, intéressant, qui peut protéger un peu ce changement, qu'il puisse aller vers un État moderne. D'ailleurs, ce sont les gens à qui on reproche de faire partie de l'ancienne génération qui lancent des débats intéressants. L'égalité dans l'héritage, par exemple. C'est un débat qui est devenu normal, courant. Et je n'écarte pas que les Tunisiens puissent arriver à un résultat très important. Dans ce domaine, par exemple, c'est une question de fond. Est-ce qu'on peut nous lancer des questions comme ça en Algérie? Jamais. Je sais qu'ils peuvent te tuer. L'égalité de Mchbek, ça va pas.
On est très loin de pouvoir installer un climat qui puisse nous permettre de lancer des débats de fond de cette importance. Je ne dis pas que c'est l'idéal, mais je dis que l'expérience tunisienne, elle est très importante. Il faudrait qu'on s'intéresse pour essayer de faire comme eux, sinon mieux. Je vous ai donné 2 exemples. Une constitution qui consacre la séparation des pouvoirs et une constitution adoptée, discutée article par article, votée article et adoptée article par article. Ça, c'est très intéressant, c'est très important. Je ne pense pas qu'on soit dans un état... je ne pense pas actuellement, dans l'état actuel des choses, qu'on soit capable de faire ne serait-ce que ce qu'ont fait les Tunisiens. Moi, mon inspiration, c'est de faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux, je dis. C'est-à-dire, si je donne des valeurs, je dirais que ce qu'on pourrait faire, les Tunisiens, peut-être on en fait 10%. C'est déjà quelque chose de bien. Nous, on peut faire beaucoup plus. Pourquoi on peut faire beaucoup plus? Parce qu'on peut bénéficier de notre expérience et de l'expérience du Tunisien et d'autres expériences dans d'autres cieux. Il ne faut pas qu'on s'enferme dans des systèmes politiques déjà dépassés. Donc, la révolte, la révolution, moi je n'ai pas dit qu'on doit passer de la révolte à la révolution, j'ai dit qu'il faut qu'on passe de la dynamique vers une révolution. C'est quoi la révolution? C'est une rupture. Rupture totale avec le système. Je pense, écoutez, il y a des gens qui peuvent me prendre pour un extrémiste. Je m'en fous, mais c'est mes convictions. Je pense que ce système politique ne nous convient pas du tout. Il y a quelqu'un qui a dit que si on ramenait un certain Lalmas expert dans l'économie, je l'ai vu dans une vidéo, ça m'a plu. Il aura dit, écoutez, si on ramène des experts dans le domaine de la destruction des sociétés et qu'on les paye pour détruire l'Algérie, ils n'auraient pas mieux fait. Ce qu'a fait ce régime, c'est désastreux. Donc, je pense qu'il faut une rupture totale. Il faut aller vers quelque chose qui nous convient. Oublions cet état jacobin qui nous est importé de la France, qui ne nous convient pas du tout, qui ne convient même plus aux Français. On est différents. On n'est ni européens, ni orientaux, ni rien du tout. On est des Algériens. Il faudrait qu'on se construise selon nos authenticités. Arrêtons d'avoir des complexes. Pour les gens qui veulent justement faire la promotion de certaines... Maintenant, si je viens à la deuxième question, Talib Ibrahimi, etc., tout ce qu'ils sont en train... Bon, pardon. Dans cette dynamique qui n'est pas encore passée au stade selon mon point de vue, il n'est pas encore passé au stade de révolution. Il y a 2 choses. On peut observer la résistance du système politique en place, mais on peut observer aussi les parasites venus de gens qui pensent pouvoir récupérer comme ça a été récupéré en 88. En 88, oui, juste après. J'ai rien contre les religions, pas la religion. Mais personne ne peut me faire admettre qu'avec une religion, on peut régler des problèmes politiques ou sociaux. La religion, c'est pour aller au paradis. C'est pas pour construire un hôpital, ou une école, ou faire la promotion de, je ne sais pas. J'ai besoin... La politique, c'est très simple. J'ai des problèmes collectifs, on vit dans une collectivité. On a des problèmes de collectivité. On discute entre nous. Quelles sont les ressources? Qui sont les meilleurs pour pouvoir régler ces problèmes de collectivité? C'est vraiment technique. Alors, maintenant, il y a des programmes politiques, socialistes, capitalistes, je ne sais pas quoi d'autre encore,
qui vous disent nous, avec ce programme politique, on peut mobiliser des ressources et des compétences et on peut régler des problèmes. C'est ça la politique. C'est pas voter عليها باش تروح للجنة ولا تكل على ربي ولا حسبي الله ونعم الوكيل. Ça c'est entre moi et le bon Dieu. Je suis musulman, je suis pratiquant, je ne suis pas obligé de le dire. C'est vrai que je n'aime pas que les gens disent s'ils respectent ou ils respectent pas la religion, parce que c'est des affaires privées, mais ce n'est pas la religion qui peut régler des problèmes politiques. On ne peut pas se mettre sous le drapeau d'une religion, quelle qu'elle soit cette religion, pour dire qu'on va régler un problème politique. Non, la politique, c'est de la politique. C'est un programme qui, avec des instruments de mesure neutres, qui ne sont ni sous le contrôle de l'État, ni sous le contrôle de ceux qui sont dans l'opposition, qui nous donnent des valeurs. Voilà tel problème social, il y a telle équipe qui prend le pouvoir, elle agit pendant 4 ou 5 ans, et puis on voit les instruments de mesure. Ça nous dit que le taux de chômage a monté ou a baissé, ça nous dit que tel et tel phénomène, voilà comment qu'ils ont... Et puis ça nous donne les raisons. C'est vrai qu'il y a eu baisse parce qu'il y a des facteurs objectifs ou les subjectifs, etc. Et puis des débats. Et suite au débat, le peuple fait son choix. Si on n'est pas dans cette logique, est-ce qu'on est dans cette logique? Mais pas du tout. وين على بالنا احنا لو دينار هذا اللي راهم يقولوا لنا يتصرف ب 22 ولا بشحال في بورسعيد اسكو سي سا فري فالور؟ والله ما على بالنا كاع. Moi j'ai discuté avec des responsables de la Banque d'Algérie قال لك يا ودي la valeur du dinar c'est une valeur administrée لو كان طلقوها ça sera le désastre. Et puis le taux de chômage et le niveau de mendicité, les maladies dangereuses, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on nous apprend dans les écoles, les médias. Pourquoi les médias sont contrôlés? Pourquoi dégage? Pourquoi je vois dans la presse qu'on appelle maintenant la presse indépendante? C'est timidement qu'on le dit. Mais c'est un système qui ne convient pas. Il faut qu'il change et pour changer, il faut une rupture totale. C'est une rupture totale. C'est ça la révolution. Ibrahimi, bon, il peut être l'ulama, il peut être tout ce qu'il veut. Yassim Ouattara, il a 88 ans. Et où? J'ai 56 ans, je vais la retraite. Ça y est. Je vous jure, j'ai vu mon nom dans une liste, de 30 à 40 ans. Et j'ai dit, je ne veux plus voir mon nom. D'abord, je ne suis pas compétent pour gérer. Moi, je suis quelqu'un qui critique. Moi, j'ai dit, c'est comme un tableau de bord. Je suis une lampe rouge. Mais quand je c'est tout. J'apporte pas de solution. Moi, je vous pose le problème. Arrêtons d'être prétentieux. C'est pas que si je suis un bon avocat, bon, je ne sais pas si je suis un bon avocat. Si je suis un avocat, ça ne veut pas dire que je peux être forcément président, ou le ministre, ou le dirigeant. Il faut que d'ailleurs, je connais qui fait place. Mais le problème est qu'est-ce qui ne va pas et comment qu'il faut qu'on s'organise. Ensuite, moi je propose une chose. Maintenant, je propose une chose. Tous ceux qui vont participer alors à la nouvelle organisation, ils prennent la retraite dès que cette organisation est mise sur pied. Vous allez voir qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont se précipiter. Sidi, alors, on a 1000, 2000, on organise et rentrez chez vous. Et vous ne serez jamais convoqué pour irresponsabilité. Vous allez voir s'il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser. C'est pas, non. Le problème de fond, c'est que quand on dit le peuple est souverain, il faut que le peuple soit vraiment souverain. Vous savez, la seule chose positive dans cette dynamique actuellement, c'est quoi? On a l'impression, parce que dans un des discours de Gaïd, il attaque directement Toufik.
puis des gens qui vous disent tout faire, c'est lui qui est derrière cette hirak. D'accord? Je m'en fous, moi je ne suis pas dans leur logique. Mais dès que le pouvoir s'est scindé en deux, les deux respectent le peuple et Vous voyez, c'est quoi la séparation entre les pouvoirs? Moi, je voudrais qu'il y ait un pouvoir. Faire trois pôles, ou donc les trois pôles, ils se font la guerre tout le temps. Mais c'est ça la finalité. Moi, s'il y a une seule disposition qu'on doit mettre dans la Constitution, c'est le hirak qui soit constitutionnel. أنا كي نسمع un discours à 8h à 20h في التلفزيون تاع chef d'état-major jamais صارت في الجزائر. سمعنا قايد صالح قال فوالا اوني سورتي انا نسكن كوتي دو لا كومبوست خرجت à 10h du soir j'écris قايد ديغاج واحد ما جا بون جاو من بعد. Tu as le droit de sortir et de crier, tu n'as pas besoin d'autorisation et d'un ça c'est formidable. Il faut constitutionnaliser, c'est ça la séparation des pouvoirs. Il ne faut pas que vous savez à Gherdaya, je vous donne cet exemple. Vous trouvez le wali avec le procureur général tout le temps ensemble. Ils font les affaires ensemble, je pense, etc. Alors ça, où ils te ferment à la الشعب. Le wali de Gherdaya a fait un discours, j'ai publié, on me l'a ramené, je l'ai publié. Il a dit c'est moi qui ai ordonné, parce que moi c'est pas le premier contrôle judiciaire que je subis, ça c'est le deuxième. En 2016, on m'a mis sous contrôle judiciaire, j'ai fait 8 mois, j'ai fait des allers-retours vers Gherdaya une fois par semaine. Maintenant c'est 3 fois par semaine. Bon, c'était le wali qui avait ordonné au procureur général de faire ça. Et les gens trouvent ça normal. Il faudrait qu'on arrive dans un système politique où le wali يشوف le procureur عدوه ou le procureur يشوف le wali عدوه. Et le chef de région يشوفهم كاع كيف هما يشوفوه كيف كيما الشعب يشوفهم وهما يشوفوا الشعب. C'est en ce moment-là que le peuple peut être l'arbitre. لازم كاع يبكيو لنا وحنا نقولوا لهم انت عندك الحق وانت ما عندكش الحق. C'est pas le peuple qui راح يبكي عندهم وما قاع متفاهمين عليه. Voilà le système politique qui convient. Appelez-le comme vous voulez. Mais c'est ça le bon système politique. Qui va faire en sorte que le responsable يعس على خيالو كاش ما يفيقولوا أو دا ولا il a fait un abus d'autorité ou là où يعس. En ce moment-là, vous allez voir que c'est pas n'importe qui va aller prendre une responsabilité. Ils vont vous dire, comme je vous le dis, moi, je ne suis pas compétent, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ou celui qui va prendre une responsabilité va vous dire, je fais un mandat, je rentre chez moi, sinon, t'hamad ali mbad. Mais c'est ça la chose publique, c'est ça. Tu ne cherches pas, tu es bien, tu cherches je pense que c'est bon. Maintenant, le bad ici. Vous voyez, je crois que le pouvoir a créé l'islamisme politique. Et moi j'ai dit une fois une expression, j'ai dit qu'en 88, le pouvoir a eu enfin les gens du pouvoir ils servent. كي ناضوا 88 قالوا لهم بركات من السرقة. Et ils se sont réunis entre eux, قال maintenant on est en train de voler, donc ils vont faire des partis politiques. Ils vont proposer des hommes propres, on va être relégués en deuxième position. Il faut trouver une solution à ça. On va leur créer des tueurs. On va leur faire vivre des tueries, disons. Après, on va leur dire, maintenant, vous pouvez choisir entre les tueurs et les voleurs. C'est ce qu'ils nous ont fait en 99. 99, et puis pendant 20 ans, vous les comme chauffe. Sinon, oui, les tueurs. C'est-à-dire, moi, je suis là, je vole, c'est pas grave. Mais, enfin, ils volent ou ils laissent voler, c'est pas grave. Mais si vous ne voulez pas,
nous laisser voler, vous allez avoir des tueurs. Bon, il est clair qu'il n'est pas permis aux islamistes de s'exprimer pendant ce hirak. Il est clair qu'il ne leur est pas permis de s'exprimer. Alors, ils lancent des codes, pour ne pas dire islam, ils disent Bédis. Ça, Bédis, on voit l'islam. Jamaïque l'ulama. C'est mon interprétation. Ibrahimi, Bédis, c'est l'islamisme, donc c'est une façon de dire qu'on est là, qu'on doit exister. Eh ben, maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. J'ai dit au début, on sait ce qu'on ne veut pas, maintenant il faut savoir ce qu'on veut. Ce n'est pas, à mon sens, un État islamique qui ne convient pas aux Algériens. C'est un État moderne qui nous convient, avec des valeurs universelles. Attention, les valeurs universelles, ce n'est pas des valeurs occidentales. Il faut qu'ils arrêtent de nous dire la main étrangère, ou du France, non. C'est des valeurs universelles. C'est la synthèse de toute l'histoire de l'humanité. Chacun a apporté quelque chose. Sur la base de ces valeurs-là que des sociétés modernes se sont construites, et je pense qu'on a le droit de s'inspirer de ces valeurs universelles pour construire une société moderne qui nous convient à nous aussi. Pour le mot de la fin, c'est juste pour m'excuser encore une fois. J'espère que vous avez compris pourquoi toutes les contraintes que je subis. Donc je pars tout de suite maintenant à Bagdad et je dois rentrer demain soir. Et j'espère, je suis très honoré d'avoir participé à ce débat et j'espère avoir l'occasion de participer à d'autres débats. Merci.